Nkomo Kavonga, Congo Web. Le ministre des Affaires étrangères a dit que nous verrons la fin de ce cycle de violence, j'en conviens. Mais, monsieur le ministre, la brigade est une mission à terme. Et vous dites que la République est en train de préparer une brigade pour assurer la sécurité, visiblement après le départ de la brigade. Combien de temps va prendre cette formation de cette brigade, alors que depuis que le gouvernement existe, on a du mal à constituer une armée républicaine capable de jouer son rôle régalien. Alors au ministre de la communication, Affaire Ntaganda, vous avez dit que la République démocratique du Congo est en train d'étoffer les dossiers pour alourdir l'affaire Ntaganda, mais je sais que la Cour pénale internationale a émis un mandat contre un sujet rwandais. Le dossier que vous êtes en train d'élaborer sera déposé contre le fameux sujet rwandais ou contre un sujet congolais que vous auriez un temps donné mis à côté, disons, mis à côté de la procédure internationale pour des raisons de paix. Est-ce que c'est le même Bosco Ntaganda que vous allez cribler ou c'est un autre Bosco Ntaganda, parce que celui-là, c'est un sujet rwandais qu'on poursuit pour des faits commis entre 2002 et 2003. Enfin, toujours au ministre de la Communication, l'affaire du 23 mars à Lubumbashi. Vous avez parlé des brigands armés, mais vous ne nous avez pas dit comment ces brigands armés ont pu traverser des villages, des localités, jusqu'à pénétrer dans la ville, jusqu'à aller hisser un drapeau séparatiste. On était venu plus pour avoir la réponse justement à cette question, et non pas une question du ministre à la question justement que l'opinion se pose. Nadine Laïm de Télé 7, monsieur le porte-parole du gouvernement, êtes-vous au courant qu'il y a 2 troupes sud-africaines à Gemena? Si oui, qu'elle justifie cette présence avec des hélicoptères et des avions de combat? Est-ce que pour aider François Bozizé à revenir au pouvoir? Et puis, à ce niveau, quel est le niveau actuel de relation entre la RCA et la RDC? Monsieur le ministre des Affaires étrangères, qu'en est-on avec pour parler de Kampala? Cyril Milando, Radio Top Congo FM. Je pose ma question au ministre des Affaires étrangères. C'est depuis plusieurs années que la République démocratique du Congo est sous embargo. On dit souvent que c'est un embargo de fait, comme aime bien le répéter le ministre de la Communication. Au niveau des Nations Unies, est-ce que vous avez eu à vous entretenir avec certaines structures de cette organisation pour que la République démocratique du Congo puisse se défendre en achetant des armes par des voies normales? Et au ministre plutôt de la Communication, je vous pose une question en rapport avec les 230 membres de Bakata Katanga qu'on a amenés ici à Kinshasa. Ça fait plus de 6 ou 7 ans qu'on a été Tchinja qui est à la prison centrale de Makala. On devrait les retourner à Lubumbashi pour qu'ils soient jugés par son juge naturel qui se trouve au Katanga, mais la justice militaire cherche désespérément de l'argent pour pouvoir les ramener au Katanga. Et maintenant vous nous amenez 230 membres de ces mouvements, et quand il sera question de les ramener à Lubumbashi pour qu'ils soient aussi jugés par leur juge naturel, est-ce qu'il ne se posera pas de problème avec des problèmes financiers, puisque Tchinja est là depuis plus de 7 ans en attendant qu'on trouve l'argent pour l'amener au Katanga? Merci beaucoup. Nous prenons les 2 derniers intervenants du jour, donc Africa TV et Numérica TV. Merci.
Monsieur le ministre, Lumérica Télévision, Amen Dimoni. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, d'abord, vous semblez vous plaindre parce que les efforts que vous entreprenez ne sont toujours pas considérés. Mais est-ce que cela n'est pas dû au fait qu'on a comme l'impression que vous vendez la peau de la bête avant de l'avoir tuée? Vous avez parlé de cette résolution, mais les gens s'attendent à voir la paix rétablie. Deuxième question, c'est à propos de Kampala. Qui peut le dire mieux que vous? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est fini pour Kampala, tout le monde plie bagage? Parce qu'aux dernières nouvelles, le M23, en tout cas la délégation est encore là, même si nous savons qu'un grand nombre de la délégation du gouvernement est rentré à Kinshasa. Et les ministres et le porte-parole du gouvernement, je pense, a parlé de Makenga, vous aussi d'ailleurs. On a parlé à un certain moment de Makenga comme étant un allié du gouvernement. Il y avait des contacts en tout cas qui étaient établis. Qu'en est-il vraiment? Et voilà quoi, qu'en est-il avec Makenga aujourd'hui? Merci. Merci. Excusez-moi de revenir, Monsieur le ministre. Je reviens sur l'accord et même les dispositions des Nations Unies qui mettent en place la brigade internationale neutre. Je crains que la voix de la population qui dit non à la prime aux rébellions ne revienne lorsque les dispositions de l'accord cadre parlent de la non-intégration dans l'armée des responsables. Si on n'intègre pas les responsables, c'est que ceux qui n'ont pas plus de responsabilités dans les groupes armés pourront être intégrés. Est-ce qu'on peut avoir une explication claire sur cette disposition de l'intégration de ceux qui ont fait partie du M23 clairement concernant leur intégration ou la non-intégration dans les forces armées? Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Télé 7, je crois, nous pose la question, je pense que c'est avec Alain Kiouka que commencer. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour saluer le transfèrement de Ntaganda? Nous n'avons pas attendu si longtemps. Il se fait que c'est le premier rendez-vous du genre que nous ayons depuis que Ntaganda a été transféré. Entre-temps, dans des entretiens avec l'un ou l'autre d'entre vous, nous avons déjà eu l'occasion de dire ce que nous répétons aujourd'hui, profitant de ce qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de chevaliers de la plume et du micro ici présents. Dès le jour du transfèrement de Ntaganda, nous avons donné la position du gouvernement qui est celle-là, celle que nous avons donnée. Alors, vous pensez que nous devions ressentir un effet quelconque du fait que Ntaganda ait choisi de s'exprimer en Kinyarwanda lors de son procès? Pourquoi devrions-nous ressentir un effet? Pour quelle raison? C'est un fait d'un banal. Vous savez, moi je peux mieux maîtriser la langue swahili qu'une autre langue, et je dis à juge, je préfère le swahili. Quel est le problème? Quel est vraiment le problème? Pourquoi le gouvernement devrait avoir un effet quelconque là-dessus? Ntaganda, c'est lui qui est le justiciable. C'est lui qui doit choisir la langue dans laquelle il se sent à l'aise pour communiquer avec ses juges. Il a choisi le Kinyarwanda, qui est une langue parlée au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo. Pourquoi voulez-vous que le gouvernement de la RDC ait un point de vue là-dessus? À défaut de vouloir porter atteinte aux droits de l'homme de Ntaganda, il a le droit de choisir sa langue, il a choisi la langue dans laquelle il se sent le plus à l'aise. Je ne vois vraiment pas l'objet pour le gouvernement congolais de se prononcer là-dessus. Mais une deuxième question, la nationalité de Ntaganda. Ce n'est pas dans un mandat du procureur, c'est même pas à l'audience d'identification, c'est le juge qui peut décider si effectivement il a la nationalité congolaise ou la nationalité rwandaise. Et je ne sais pas pourquoi on en a fait un sujet de débat. Ntaganda a été présenté comme né au Rwanda. Né au Rwanda ne veut pas dire être de nationalité rwandaise. À moins que vous ne m'appreniez qu'il y a un droit qui dit que dès qu'on est né quelque part, on serait de la nationalité de ce pays-là. Donc à ce moment-là, la moitié de mes enfants sont belges, parce qu'ils sont nés en Belgique. Donc je ne vois même pas la raison d'une telle obsession. Ntaganda s'est présenté. Je ne sais pas si quelqu'un est plus compétent que Ntaganda pour savoir de quelle nationalité Ntaganda est. Ntaganda dit au juge
Je suis né au Rwanda, mais je suis de nationalité congolaise. Je suis officier dans l'armée congolaise. Alors, vous voulez qu'on débatte de quoi? On débat de quoi? Je ne comprends pas. Quel est le sens de ce débat? Lui vous dit qu'il est congolais, né au Rwanda. Vous vous dites on a émis un mandat contre les Rwandais, contre les Congolais. Mais admettons, prenons l'hypothèse la pire, que Ntaganda ait été Rwandais, qu'il nous ait trompé qu'il était Congolais, qu'il ait fait une carrière dans l'armée congolaise, qu'il ait commis tous les crimes qu'il a commis. Première chose, qu'à l'audience d'identification, on découvre qu'en réalité c'est un sujet rwandais. Mais automatiquement, le parquet congolais ouvre un dossier pour usurpation des nationalités. On l'a fait avec Chaloupa. Il était même député national. Il est poursuivi, il a été condamné. Vous croyez que Ntaganda aurait été le premier à tromper la RDC qu'il est sujet congolais? Pourquoi on en fait un sujet de débat? On aurait découvert simplement qu'il nous avait trompé et on allait ouvrir un dossier sur lui pour usurpation de nationalité. Il est arrivé jusqu'au grade de général. On l'aurait poursuivi. C'est tout. Pourquoi voulez-vous que le gouvernement soit comptable d'un acte délictueux commis par un individu? Mais les gens commettent des délits tout le temps. Il ne faut pas que vous rendiez le gouvernement responsable de cela. Mais on n'a même pas prouvé cela parce que lui, jusqu'à présent, dit qu'il est de nationalité congolaise. Mais prenons encore l'autre sous-hypothèse, qu'il ait été sujet rwandais, ayant commis des crimes en Ituri. À ma connaissance, l'Ituri n'est pas au Rwanda. Pourquoi vous étonnez-vous que le Congo s'intéresse à ce qu'on poursuive un sujet rwandais qui aurait commis des crimes au Congo? Donc nous ne sommes plus habilités maintenant à pourchasser des criminels étrangers qui ont commis des crimes chez nous. Donc vous voyez que c'est un débat complètement creux, inutile, ça n'a pas de sens. Qu'il soit rwandais ou quoi, s'il a commis des crimes chez nous, nous devons nous intéresser à ce qu'on le pourchasse, qu'on l'arrête, qu'on le punisse, et que les victimes de ces crimes qui sont des gens qui sont sous notre juridiction puissent recevoir réparation. Donc on veut créer, politiser des choses qui n'ont pas de raison d'être politisées. Donc Ntaganda, jusqu'à preuve du contraire, il se dit congolais. Si quelqu'un a une preuve contraire, je voudrais qu'il s'adresse aux cours et tribunaux pour qu'on ouvre un dossier. Il ne sert à rien de harceler le gouvernement avec cette question-là. Vous avez à dénoncer un délit d'usurpation de nationalité, allez au parquet. Donc laissez le gouvernement tranquille avec ça. L'affaire du 23 mars à Lubumbashi, vous dites que nous nous limitons à des questionnements. Bien sûr que jusqu'à présent, nous ne pouvons que nous limiter à des questionnements. Des gens sont entrés, ils ont déboulé en plein centre-ville, avec armes et tout ça. C'est un fait totalement inacceptable. C'est un fait tout à fait inhabituel. Une ville qui est gérée, qui est administrée. C'est pourquoi nous avons désigné une commission d'enquête gouvernementale. Au lieu d'attendre que de Lubumbashi on nous dise ce qui s'est passé, nous avons envoyé des gens pour enquêter. Pourquoi voulez-vous que nous fassions le compte-rendu des résultats de cette enquête avant qu'elle n'ait été bouclée? Il faut au moins attendre que l'enquête se termine, que ceux qui sont en mission là-bas reviennent, nous fassent rapport. Nous allons vous appeler et partager avec vous le contenu de ce rapport. Pour l'instant, c'est tout à fait impossible. Quelle que soit ma volonté de vous faire plaisir, ce n'est pas possible. Télé7 nous signale que des troupes sud-africaines sont à Gemena. Je sais qu'il y a des troupes sud-africaines en République démocratique du Congo. Depuis maintenant quoi, 5-6 ans. Nous avons de nombreux instructeurs sud-africains qui forment nos militaires. Nous avons des bateaux sud-africains au sein de la MONUSCO. Alors pourquoi le fait qu'il y ait des troupes sud-africaines dans une ville congolaise créerait un problème? Et vous dites, est-ce pour aider Bozizé à renverser ceux qui sont là-bas à revenir au pouvoir? Je ne savais pas qu'il y avait un Gemena en République centrafricaine. Est-ce qu'il y a une ville qui s'appelle Gemena en RCA? Et si c'est en RCA, pourquoi moi je dois justifier la présence de troupes étrangères dans un pays étranger? Mais si c'est au Congo, mais les Sud-Africains sont avec nous ici, 6-7 ans ils sont avec nous. Ils sont en train de former notre armée, je ne sais pas, si vous ne les voyez pas, moi je les vois. Je discute souvent avec leurs commandants, ils organisent des fêtes, nous y allons et tout ça. Alors s'ils sont là, mais ils sont là dans le cadre des missions que nous avons convenues avec ces troupes. Il y a deux missions essentiellement. L'une, c'est leur participation à la MONUSCO. L'autre, c'est la formation de militaires de FARDC. Gemena n'est pas en dehors de la RDC, pour que vous trouviez anormal le fait qu'elle soit
Katanga est normal qu'elle soit à Kinshasa ou à Kitona ou je ne sais où. Là, vraiment, je voudrais qu'on se mette d'accord là-dessus. Les relations entre la République centrafricaine et la RDC, je pense que le ministre des Affaires étrangères est mieux qualifié. Il pourra y répondre tantôt. S'agissant des 230 délinquants qui sont venus de Lubumbashi à Kin, je suis très étonné que Tinja soit bloqué à Kinshasa, faute d'argent pour payer un billet d'avion, mais que le même gouvernement trouve 230 billets pour les délinquants qui ont été ramenés ici. Est-ce que vous trouvez cela normal? Nous trouvons de l'argent pour faire venir 230 gaillards, les présenter aux mêmes autorités judiciaires militaires, mais on n'a pas d'argent pour ramener un seul qui doit aller être jugé par ce que vous appelez juge naturel. Mais c'est quoi? Mais les juridictions peuvent absolument décider que pour des raisons de sécurité, tel individu sera jugé par les cours et tribunaux de tel endroit plutôt que de tel autre. Il n'y a rien qui empêche la justice militaire congolaise de déférer Tinja devant des juges ici à Kinshasa. Pourquoi seulement à Lubumbashi? Ce n'est pas un autre pays. Il peut être déféré ici à Kinshasa. Donc la raison que vous donnez là n'est pas correcte. Ce n'est pas parce qu'on manque d'argent pour transporter un prévenu qu'on l'a laissé 7 ans. Donc l'État congolais n'a pas eu 200 ou 300 $ pour ramener ce monsieur vers Lubumbashi, même si on doit ajouter les billets pour les gardes qu'il aurait encadrés. Non, je pense que c'est une fausse raison. Ça n'a strictement rien à voir avec comment la justice fonctionne. Africa TV dit que Makenga est un allié du gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères répondra, parce que c'est lui qui conduit notre délégation, qui a conduit notre délégation à cette rencontre de Kampala, et il pourra vous dire si vraiment Makenga est un allié du gouvernement. Monsieur le ministre. Bien, je vais commencer par dire que je suis un tout petit peu mal à l'aise, parce que moi j'ai toujours pensé que les journalistes ont pour mission de nous informer, d'informer les citoyens, les auditeurs, les lecteurs, les téléspectateurs. Et j'ai parté je croyais que il se donnait la peine de s'informer à bonne source. Parce que ce n'est pas le cas. C'est que nous risquons de faire tous les frais d'une certaine désinformation. Alors, j'apprends ici que dans la résolution, il est prévu qu'il y aurait un conseiller par ministère, avec rang de ministre. Mais la source, c'est quoi? Le document, il est disponible. Le document, il est disponible. Moi, je ne comprends pas. Ça vient d'où tout ça? Hein? Je voudrais vraiment que nous fassions un petit effort, parce que je ne pense pas que nous rendons service au pays, je ne pense pas que nous rendons service à notre peuple. Je sais qu'on dit que la rumeur, c'est un des traits forts de Kinshasa, mais je pensais que c'est dans les bus, dans les cafés, mais pas dans la presse quand même. Donc vraiment, moi je ne connais pas cette disposition. Et elle n'a aucun sens. Je ne vois pas qu'il aurait accepté qu'elle se retrouve dans cet accord, en tout cas l'accord que le gouvernement de la République la résolution que le gouvernement de la République a suivie et a négociée. Alors, s'agissant de la brigade, oui, c'est une mission interne, c'est vrai. Elle est instituée pour un mandat initial d'1 an, bien entendu renouvelable. La résolution dit que son avenir dépendra des résultats qui auront été accomplis. D'une part, dans l'accomplissement de sa tâche, si bien entendu elle arrive à nettoyer les Kivu assez rapidement,
la mission s'estomperait. Si ça prend plus de temps, elle se prolongerait. Mais il est prévu de tenir compte aussi de la capacité de FARDC à assumer pleinement cette charge, et notamment par la mise sur pied de la force de réaction rapide. La force de réaction rapide est un des dispositifs de la réforme du secteur de sécurité. C'est un des dispositifs prioritaires. Combien de temps ça va prendre? Permettez que je ne réponde pas de manière précise à cette question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de hiatus. La brigade ne se retirera pas tant qu'il n'y a pas cette relève d'apprêter. Mais la relève va l'être dans des délais les plus courts, tout en garantissant la qualité de la formation des membres de cette brigade. Alors, bien entendu, je peux comprendre qu'on soit un peu sceptique, comme cela a été dit ici. Je pense qu'il y a une différence dans ce qui va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé les fois antérieures? Chaque fois que on se met à former des unités, on nous crée une rébellion. Ou bien on provoque une invasion du pays. Les éléments qui viennent à peine d'être formés ou qui sont encore en formation doivent être en urgence redéployés pour aller s'occuper de ça. On n'a jamais eu suffisamment de temps et de recul pour assurer de manière complète la formation de nos unités, les équiper et les déployer convenablement. Avec la prise en charge de cette menace par la brigade d'intervention, on pourra se consacrer de manière plus soutenue à la formation des unités, particulièrement de la force de réaction rapide. Parce que le travail auquel elle devrait s'atteler sera en train d'être effectué par la brigade d'intervention. Et nous sommes en train d'assurer la formation de nouvelles troupes congolaises avec des pays qui à référence dans le domaine, parce que ce sont des Américains, ce sont des Belges, ce sont des Chinois, donc c'est une formation de qualité, et je crois qu'on verra la différence. Il ne faut pas oublier que l'option levée par le président de la République, c'est celle de construire une nouvelle armée avec le recrutement des jeunes qui a été effectué. Je pense qu'on verra une nouvelle philosophie dans l'armée congolaise, différente de ce qu'on a connu avec le brassage et toutes les opérations antérieures. Alors, on est revenu sur les pourparlers de Kampala. Bon, est-ce que Kampala est fini? En tout cas, moi, je ne ferme pas la porte. Tant qu'on n'a pas encore désarmé ces gens. J'espère que vous ne me ferez pas le procès de continuer à essayer d'obtenir que ces gens déposent des armes et se démobilisent. Mais comme je l'ai dit, si ils n'entendent pas raison, la brigade les démobilisera de force. Mais d'ici là, nous avons fait des propositions, une proposition de sortie de crise qui, comme je l'ai dit, circonscrit de manière très stricte ce qui est envisageable. Si ils veulent examiner cela, nous ne disons pas non, mais il n'y a pas de discussion en dehors de cela. Alors la délégation du gouvernement de la République est pour le moment à Kinshasa, mais à tout moment, s'il y a des signaux qui indiquent qu'il y a quelque chose de sérieux à faire, elle pourrait se redéployer sans problème. Makenga est-il un allié? Non, Makenga n'est certainement pas un allié. Comment peut-il être un allié? Nous n'avons pas d'alliés force négative, le gouvernement de la République. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je n'ai pas encore perçu dans M. Makenga quelque chose qui me fasse penser qu'il est en train d'évoluer dans la bonne direction.
Donc, non. Moi, je dis et je répète partout qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises forces négatives. Toutes les forces négatives sont mauvaises. Et toutes, elles sont appelées à disparaître. Toutes. Et je sais que quand nous étions en Kampala, c'était un problème quotidien avec les M23. Parce que je n'arrêtais pas de les traiter de forces négatives. Et ils n'étaient pas contents. J'ai dit, mais c'est pas mon problème. C'est pas moi, c'est vous l'êtes. Alors le fait que je dise que vous êtes monsieur Makenga ou que vous êtes monsieur Roniga, en quoi est-ce un problème? En tant que mouvement, vous êtes une force négative. Alors moi je vous appelle, c'est votre identité. Tant que vous n'avez pas changé, qu'est-ce que vous voulez que je parle pas avec Makenga? Parlons pas avec Makenga parce que Makenga il est sous sanction. Nous parlons avec les autres éléments du M23. Les éléments qui sont sous sanction ne sont pas des interlocuteurs. Pris individuellement, ils ne sont pas des interlocuteurs. Mais nous parlons avec ceux qui ne sont pas sous sanction, qui parlent en leur nom bien entendu. Mais comme je l'ai dit, ce dont nous parlons est très clair. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre discussion. Nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation comme les semaines passées où on commence à nous parler de questions de gouvernance. On essaie de nous expliquer comment il faut lever les taxes, pas des gens qui n'ont jamais levé les taxes. Faire de la rapine au coin de la rue, c'est pas lever des taxes. Donc ils ne peuvent pas expliquer comment un gouvernement fait pour lever des taxes. Alors, la question de l'Afrique en numéro 1, j'avoue que je n'ai pas beaucoup compris. Pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas une mission d'intervention permanente des Nations Unies en RDC? Je n'ai pas bien compris ce qu'on voulait dire. Nous avons aujourd'hui la MONUSCO, qui est une mission des Nations Unies de maintien de la paix. Et on avait ajouté l'élément stabilisation parce qu'on voulait... nous étions arrivés à la conclusion que pour réellement maintenir la paix, il faut aller au-delà simplement des activités militaires ou des activités humanitaires. Il faut aussi créer les conditions de la réinsertion des gens. Il faut créer des opportunités économiques dans la région. Il faut reconstruire cette partie du pays pour que les gens puissent se remettre au travail. Et donc la mission on avait ajouté l'élément stabilisation. Mais je ne sais pas ce que vous souhaitez, en quoi ce serait différent de cela, surtout avec le complément qu'on vient d'obtenir avec la brigade. Je n'ai pas bien compris le sens de la question. Alors, Top Congo, notre pays serait sous embargo. Mais vous ajoutez très vite de fait. Alors, s'il est de fait, moi je discute de quoi avec les Nations Unies? S'il est de fait. Moi je sais que au lendemain, donc au début des années fin 90, début 2000, nous étions en tant qu'État, en tant que gouvernement, nous étions effectivement sous embargo des Nations Unies. Cette question a été longuement débattue et c'est depuis 2005, 2006, en tout cas au plus tard 2006, que de manière formelle, 2007 peut-être parce que je sais que j'étais impliqué, 2007, que cet embargo a été formellement levé. Quand vous lisez les résolutions, l'embargo ne concerne que les groupes armés, les rébellions, pas le gouvernement de la République, pas les forces armées régulières de la République démocratique du Congo. Donc il n'y a pas d'embargo sur la RDC. Mais l'élément embargo de fait, c'est quoi? En fait, il y avait comme une stratégie au plan global, au plan mondial, de tenir la RDC dans un état de faiblesse, parce qu'on voulait laisser un avantage aux voisins qui agressaient la République démocratique du Congo. Si bien qu'il y avait beaucoup de difficultés pour pouvoir s'approvisionner en équipement militaire. Et
c'est en Europe où cela a été d'ailleurs le plus fort, parce qu'ils ont ce qu'ils appellent le code de conduite, et qui s'interprète de manière, je dirais, assez élastique. Quand vous lisez le code de conduite, la plupart de nos voisins ne pourraient pas s'approvisionner en Europe. Or, ils le faisaient allègrement. On leur fournissait même de manière soutenue des équipements militaires. Mais par contre, sous le prétexte que les équipements acquis par la RDC pour les FARDC risquaient de se retrouver entre des mains irrégulières, on ne permettait pas à la RDC d'acquérir des équipements en Europe. Cette question, nous en avons longuement débattu. Je crois qu'eux-mêmes se sont rendus compte finalement que c'était injuste et que c'était irrationnel. Vous ne pouvez pas demander à un pays de prendre en charge sa sécurité, la sécurité des biens des personnes, d'assurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, de garantir ses frontières, en pensant que dès que vous avez formé des gens, des militaires, comme des boy scouts, avec un bâton, ils vont aller assurer la protection. Ils ont besoin des armes, ils ont besoin de munitions. Et que c'était injuste de ne pas permettre cela. Donc cette question-là aussi est en train d'être tournée. Donc il n'y a pas de sujet à discuter avec les Nations Unies concernant un embargo sur la République démocratique du Congo. Alors, l'accord cadre avec l'intégration, la non-intégration des officiers d'M23 dans les FARDC, je crois que la position, je l'ai dite de manière claire, les gens, en fait je suis en train de violer un peu les règles convenues parce que on n'est pas censé débattre de ces questions-là dans les médias ou dans la presse, des questions qui sont en discussion, mais nous avons dit par exemple que les gens qui ont déjà bénéficié de l'amnistie une fois, deux fois, bon, nous pensons qu'il n'est plus nécessaire de discuter l'amnistie avec eux, parce que ils ont démontré, ils ont vidé le concept même d'amnistie de tout son sens. Ça n'a servi à rien, donc il n'est pas question qu'on en reparle. Mais les petits enfants qui ont été ramassés parfois de force, les jeunes gens qu'on a mis dans les rangs là-bas, et ainsi de suite, vous voulez qu'on en fasse quoi? Vous voulez qu'on en fasse quoi? Qu'on les condamne pour le reste de leur vie? Hein? Donc il y a des éléments que nous sommes prêts, dont nous sommes prêts à examiner l'intégration. D'ailleurs, le concept de réintégration, jusque-là, nous ne l'acceptons pas, parce que nous pensons que ceux qui se sont mutinés, ceux qui étaient déjà dans les rangs de l'armée, qui se sont mutinés, en principe, ne devraient pas revenir dans l'armée. Mais ceux qui ont été recrutés, puisqu'on est en train de recruter, s'ils remplissent un certain profil, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons une loi qui définit très clairement qui peut être dans l'armée, quelles conditions il faut remplir, et ceci et cela. S'ils remplissent cela, à travers un processus prévu, ils peuvent éventuellement être intégrés. Mais les conditions sont assez strictes, il faut qu'ils prennent des engagements individuels, pas collectifs, pour qu'on soit sûr que cette fois-ci, ils ne vont plus faire la même chose, ils vont servir partout à travers le pays, ceci et cela. Il n'est pas question d'être dedans et puis de dire, moi je ne quitte pas ma colline, moi je ne quitte pas mon ceci et cela. Non, ça n'a pas de sens. Mais disons qu'avec l'idée c'est de dire, il n'y a pas de raison, puisque vous avez démontré que vous n'êtes pas fait pour l'armée, parce que l'armée c'est la discipline, il n'y a pas de raison que votre réintégration se fasse dans l'armée. Le plus important c'est que vous puissiez réintégrer la société congolaise. Et tous les Congolais ne sont pas dans l'armée. Dans l'armée, il faut remplir certaines conditions, il faut avoir un certain comportement. Dernier développement en République centrafricaine, nous avons constaté la vacance qui s'est créée à la tête de l'État avec la prise de Bangui par Seleka et le départ du président Bozizé.
Le ministre de la Communication tout à l'heure a dit que la République démocratique du Congo est membre de plusieurs organisations sous-régionales et régionales qui sont concernées par la situation en République centrafricaine, parce que la République centrafricaine est membre de ces organisations aussi. Je citerai celles qui sont directement concernées par cette crise. La Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC, qui a initié les pourparlers de Libreville, qui avait mis en place le processus de transition et qui a déployé des unités en République centrafricaine, d'une part, et puis l'Union africaine d'autre part. Et je crois que vous avez suivi la position de l'Union africaine, qui est celle de rappeler que l'Union africaine n'accepte pas de prise de pouvoir par des voies non constitutionnelles, et que le régime qui est là est pour le moment illégitime, et le problème se réglera comme ça se règle dans ce genre de cas. Bon, quant à la République démocratique du Congo, la République centrafricaine est un État voisin. Nous demandons à avoir de bonnes relations. Nous souhaitons au peuple centrafricain la paix, et nous espérons qu'ils pourront rapidement trouver comment régler leurs problèmes, de manière à permettre que la sécurité de l'un et de l'autre ne soit pas perturbée, et que dans chaque pays, les efforts de développement puissent se poursuivre, et quand les deux pays, leurs relations puissent être aussi bonnes qu'elles ont été dans le passé. Pour le moment, nous observons, nous devons d'abord y voir un peu clair pour savoir où ce pays est en train d'aller. Alors, Numérica TV a dit que je me plains parce que mes efforts ne sont pas reconnus. À aucun moment je n'ai parlé de mes efforts. J'ai parlé de votre pays, de votre diplomatie. C'est pas un titre personnel. Ce n'est même pas parce que je suis membre du gouvernement qui mène cette politique. C'est dans l'intérêt du pays. Nous ne pouvons pas passer tout le temps en train de tirer le pays vers le bas, de dénigrer tous les efforts que le pays fait. Et bizarrement, nous sommes les seuls à le faire. Suivez un peu ce qui se dit sur le plan international. Regardez quel accueil cette résolution a eu à travers les médias, à travers le monde, dans toutes les capitales étrangères, partout. Tout le monde n'en dit que du bien. Ce n'est que chez nous où les gens sont en train d'avoir une autre lecture. Hein? Donc, voilà une résolution qui était difficile à négocier, mais qui a été adoptée à l'unanimité. Bon, vous savez, il y a peut-être des gens qui auraient voulu ne pas voter pour, mais c'était en plein jour, et devant tout le monde. Et alors, bon, quand vous regardez les gens comme ça, bon, qui vote? Bon. Hein? Donc, elle a été votée à l'unanimité. Alors, vraiment, s'il vous plaît, non, on ne se plaint pas, mais nous pensons que ce n'est que justice, et nous pensons que c'est l'intérêt de notre pays. Il faut que le pays reprenne confiance en lui-même, parce que la plupart des réactions reflètent la perte de confiance en la capacité de notre pays. Et c'est ça que je condamne. Ce n'est pas le fait qu'on se plaigne. Parce que je pense que notre pays est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Notre pays est en train de faire des progrès. Et je pense que la confiance est un ingrédient essentiel, aussi bien en politique qu'en économie. Et je ne pense pas que nous rendons service au pays je dirais en dénigrant systématiquement tout ce qui est entrepris. Vous savez, vous prenez un dossier comme celui-ci. Vous pensez bien que quand nous allons pour discuter avec les représentants de notre pays ou avec ceux des Nations Unies, et qu'il
lisent notre presse et voient que les 3/4 de la presse dit que ça ne va rien donner, c'est là, bon, à la limite, ils disent, ok, est-ce que vraiment ça vaut la peine? Vous-même, vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas. Mais vous n'y croyez pas. Vous proposez quoi, dites-nous? Vous proposez quoi? Soyons concrets. Ouais, laissons moi faire ça. Nous pensons que ça va produire des résultats. Si ça ne produit pas de résultats, bon, on est encore là, hein, pour être toujours... voilà. Donc, ne vous en faites pas, ce ne sont pas des plaintes. Merci, Monsieur le Ministre. Merci à vous tous, Mesdames, Messieurs, pour votre patience et votre disponibilité. À la prochaine.